C'est bon là? On est bon. Allez. Donc, Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent est un film sorti en 2004 et réalisé par Raja Gosnell, réalisateur du premier film, mais aussi des Schtroumpfs 1 et 2. Ah, il est pas là, Lou. Bah, je le remplace, il est super occupé. C'est bugué cette merde. Le film commence à Coolsville, où le Mystery Gang, composé de Fred, Vera, Daphné, Sammy et évidemment Scooby-Doo, se rendent au musée local où se tient une exposition sur la criminologie. Ils arrivent dans une Mystery Machine limousine tuning et sont accueillis comme des stars par une foule en délire. Et c'est aussi l'occasion de voir que Daphné est les pires fans de la planète. Daphné, coucou, on est fou de vous, on vous a tatoué en couleur sur nos torses, regardez. C'est trop gentil. Scooby-Doo aussi a des fans. Du coup, j'imagine qu'un chien va lui demander de lui renifler le... Oh, c'était ma vanne. Le Scooby Gang fait le tour du musée où sont exposés les costumes des monstres de leurs précédentes affaires. Et pendant que Fred sort ses meilleures vannes aux journalistes, Le dégoudronnant a fait fuir les gens de la ville de Byzance pour leur voler leur trésor. Pour voir le bon côté des choses, ce type de monstre vous refait votre toile à l'œil. Vera a le coup de foudre pour Patrick, le conservateur du musée qui nous gratifie de la pire fausse chute de l'histoire du cinéma. Bon, peut-être pas la pire. Et il se drague comme le font les nerds selon les films des années 2000. Il va y avoir un symposium sur le raisonnement syntaxique dans les cerveaux de criminels et... Je trouve que cette tendance qu'ont les criminels de marquer l'interrogation en laissant le sujet à la place qu'il occupe dans la phrase déclarative, délicieusement illogique. Et moi aussi. Quand soudain, le costume du ptérodactyle devant lequel Sammy et Scooby étaient passés plus tôt prend vie et commence à semer la pagaille. Pendant que nos héros essaient de l'attraper tant bien que mal, et surtout mal, un mystérieux méchant masqué fait son apparition et les troll méchamment. Ce n'est que la première étape de votre ultime voyage. Et cette fois, c'est vous que l'on démasquera. Vera trouve des indices sur la scène de crime et Fred pense gérer les journalistes car il a confiance en son gros zizi. La presse nous adore. Plus le piédestal est haut, plus la chute est dure. Dans une débâcle consternante, Mystère et compagnie a perdu les pédales, anéantissant à jamais la réputation de la célèbre équipe. Eh, trop fort les journalistes. Ils peuvent diffuser des plans en travelling de la scène qui s'est passée juste avant. Ah, c'est les meilleurs. Sammy et Scooby décident donc de se bouger et de devenir de vrais détectives, mais bon, c'est mal parti. Ah, des indices. Fichtre, quels sont donc ces étranges petits dessins? Des petits mots. Ah, Vera, qui a analysé l'écaille trouvée au musée le soir de l'attaque, en déduit que le coupable serait Jonathan Jacobo, le ptérodactyle originel. Mais Jacobo étant apparemment mort lors de son évasion de prison, Daphné en déduit que son ancien compagnon de cellule, Jeremiah Wickles, le porteur du costume du Chevalier Noir, serait le coupable idéal. Et ça tombe bien. Il y a 2 mois, le compagnon de cellule de Jacobo a été relâché. Et c'est parti pour un road trip vers le manoir de Wickles. Thomas, un mot sur la musique ? Non. oh, pitié. Encore un oh ma fantôme. Mais comment ça se fait qu'on n'engage jamais dans un Kentucky Fried Chicken? Notre équipe entre dans le manoir et se sépare pour trouver des indices. Il m'a volé le truc que moi je dis. Fred trouve un livre qui sert de manuel d'instruction sur la façon de créer des monstres, et Sammy trouve un post-it où il est marqué que Wickles est invité dans une boîte de nuit appelée le Faux Fantôme le soir même. Quand soudain, le Chevalier Noir attaque le Scooby Gang, mais Daphné se rappelle qu'elle est interprétée par Sarah Michelle Gellar et lui botte le cul. Le gang arrive à s'enfuir grâce à un coup de pied bien placé, et de retour chez eux, Sammy et Scooby-Doo décident d'aller au Faux Fantôme sans avertir le reste de l'équipe.
Vera analyse l'écaille du ptérodactyle et y découvre des traces de rhandomonium, une substance que l'on peut trouver dans des mines d'argent. Patrick arrive au même moment, et pendant que Fred le distrait avec une chouffe bien fraîche, Vera enfile un ensemble latex orange sous les conseils avisés de Daphné. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un te prenait pour une mystérieuse séductrice de la jet set? Je me métamorphoserai. C'est qui ta maman? Non, c'est bon, c'est le bon film. Sammy et Scooby arrivent au Faux Fantôme et se rendent compte que c'est un bar fréquenté par des anciens monstres démasqués par Mystère et compagnie. Ils arrivent à s'infiltrer avec des déguisements qui rendraient jaloux Hitman et retrouvent la trace du vieux Wickles jusqu'à la vieille mine. Au même moment, le reste de l'équipe arrive au musée où les dernières panoplies de monstres se sont faites voler et Fred tombe encore dans le piège de la journaliste Heather Jasper Howe. Vous sortez tout ce que je dis de son contexte. Vous voulez persuader les gens que je dis que Coolsville ça craint. Non, je vous défends d'enregistrer ça. Voici tout ce que Fred Jones a trouvé à nous dire. Je dis que Coolsville ça craint. Daphné accuse la journaliste d'être le méchant de l'histoire, le félon masqué infernal. C'est son nom. Mais celui-ci arrive au même moment pour troller Mystère et compagnie encore une fois. Votre incompétence a trébuché devant ma puissance. Par votre faute, bientôt Coolsville va m'appartenir. De retour à la mine, Sammy et Scooby-Doo se font attaquer par des squelettes pendant qu'ils cherchent Wickles, et le reste de l'équipe arrive aussi à la mine pour trouver des traces de rhandomonium. Ils retrouvent enfin Wickles qui est en train de pitcher un projet à des investisseurs. Le vieux Wickles, pris sur le fait en pleine fabrication de monstres avec ses affreux hommes de main. Hommes de main. Jeune homme, nous sommes des investisseurs, nous écoutons ses arguments de vente. Chut. Donc, ainsi que je vous le disais, la cité minière du temps jadis devient une colonie de vacances où l'on donne aux enfants une expérience vraie du travail de la mine. Ils creuseront pendant 18 heures d'affilée, ainsi que le faisaient nos ancêtres au bon vieux temps. Ils s'amuseront comme des fous et nous aurons des mineurs à l'œil. Oh bah ça va en fait, il est pas si méchant. Quoi? Sammy et Scooby-Doo arrivent au sous-sol de la mine, qui est en fait un laboratoire secret. Ils sont rejoints par le reste de l'équipe et explorent le reste du labo. Regardez, les panoplies volées au musée. Il a dû se servir des panoplies pour fabriquer des vrais monstres. Il avait déjà la panoplie du fantôme ptérodactyle. Je sais pas comment. Ce qui implique... Le seul, c'est Patrick. Sammy et Scooby déclenchent la création de plusieurs monstres. Le mix qu'on va se faire. Parce que... Et parce que c'est pas les crocs Scooby les plus croquants du paquet. A noter que tous les monstres qui apparaissent dans le film sont des monstres issus des précédentes séries Scooby-Doo, ce qui est sympa pour les gens qui sont fans de l'univers comme moi je l'étais petit. On va mourir. On va mourir très vite. Ok, celle-là elle est drôle. Après moult cascades, l'équipe parvient à s'enfuir mais les monstres envahissent la ville, ils se réfugient dans leur ancien repère au milieu des marais et se rappellent de leur jeunesse insouciante où ils étaient joués par d'autres acteurs. Et croyez-le ou non, ce flashback sur une partie de frisbee sera un élément clé lors du dénouement du film. Et les mystères inextricables semblaient se démêler d'eux-mêmes. Parfois, les solutions apparaissaient comme par magie. Et oui, bah des fois quand on se bouge le cul, ça fonctionne. Alors t'as sorti aucun épisode en 4 ans, donc je pense pas que tu sois le mieux placé pour l'ouvrir. Attendez une minute. Le randamonium a un contre-courant algorithmique d'un rapport de moins 4,1 à 1. On peut inverser le courant et inverser le processus de fabrication de monstres en faisant ça. Oh oui, il suffit de refaire les branchements du tableau de commande. Oh, le rapporter à la tanière des monstres pour le rebrancher dans la base. Exact. Ensuite, on pousse le bouton. Et au lieu de créer des monstres, tous les monstres de la ville vont être détruits. Fred, Vera et Daphné continuent d'élaborer leur plan. Et Thomas, encore une fois, un avis sur la musique ? Je passe. Le fantôme du capitaine Scaphandre arrive et force nos protagonistes à prendre la fuite. Comment sait-il qu'ils sont là ? Aucune idée, mais bon, avançons. Sur la route, ils doivent affronter plusieurs monstres qui les ont aussi trouvés purement par hasard au milieu d'une Coolsville totalement déserte. Ils arrivent finalement à la mine, mais le chevalier noir les attend, perché sur son cheval comme le Nazgûl qu'il pense être. Pas de soucis, Fred va l'affronter en solo, mais cette fois, on dit rien sur la musique parce que c'est Bon Jovi et que ça déchire sa race. Filez, vous autres, je me charge
Comment ça? Enfin bref, moment émotion, on n'est pas des héros, mais en fait si, blablabla, c'est à Sammy et Scooby de remettre le panneau de contrôle en place pour détruire les monstres. Dans les mines, Vera trouve un sanctuaire dédié à Jacobo et tombe sur Patrick et accuse ce dernier d'être le félon masqué. En même temps, il fait pas grand chose pour ne pas avoir l'air suspect, mais quand il sauve Vera d'un précipice, cela prouve son innocence. Bon ben voilà, nickel, tout va bien. Toute l'équipe arrive à se réunir, mais se font encercler par les monstres et le félon masqué. Le dégoudronnant les capture un par un, mais ils arrivent à se passer le panneau de commande comme le frisbee dans le flashback de tout à l'heure. Et oh mon dieu, les effets spéciaux du dégoudronnant ont très mal vieilli, c'est dur à voir. Alors en 2004 c'était moche, hein, mais avec les standards d'aujourd'hui, ça passe. Scooby-Doo utilise l'extincteur le plus puissant du monde pour geler le corps du monstre et replace le panneau de commande. Pour qui donc te prends-tu? Scooby Dooby Doo. Ça retransforme les monstres en costumes, Scooby libère ses amis et le méchant est enfin arrêté. Mystère et compagnie, vous savez qui se cache derrière le masque du félon masqué infernal? Bien, notre flair nous dit que le félon masqué infernal est... Heather Jasper Howe. Elle était dans le musée quand le félon masqué était sur le toit. Vous m'avez presque embrouillé là. Elle avait la chance d'avoir un assistant qui l'aidait à accomplir son dessein infernal. Ned. Sauf que, surprise, il s'agit en réalité de Jacobo qui était bel et bien vivant et avait survécu à son évasion. Il est entré dans la peau du personnage de Heather Jasper Howe pour retourner la presse contre nous. Et il a piégé le malheureux affreux vieux Wickles en dissimulant le livre et le spectre du chevalier noir dans son manoir. Vous étiez un mec tout du long? Bien sûr, Doomcop. Mais on s'est câliné. Enfin bref, Mystère et compagnie sont célébrés comme des héros, ils font la fête aux faux fantômes, et fin. Bon, on est d'accord, Scooby-Doo 2 est avant tout un film pour les enfants, mais quand même c'est vraiment pas ouf. La réal a très peu d'idées, les CGI sont d'époque, Tu es très moche. l'humour est... et le mystère se résout quasiment tout seul. Évidemment, ça ne m'a pas empêché de le voir un nombre incalculable de fois quand j'étais petit, car j'étais un énorme fan de Scooby-Doo. Demandez à ma mamie. Oui. Et même encore maintenant, je lui trouve un certain charme. Alors, bien sûr, j'aimais beaucoup le premier film, mais pour je ne sais quelle raison, c'est celui-ci que j'ai maté en boucle petit. Il devait y avoir un troisième opus qui ne s'est pas fait, car le deuxième n'a pas fait un si bon score au box-office. Dites-vous, c'était le dernier film Scooby-Doo à être sorti au cinéma, et c'était en 2004, à l'époque où le haut du top 50, c'était ça. À la mer, j'aurais dû grandir face contre terre, j'aurais pu mourir. Le film Scoob devait sortir en salle en 2020, mais à cause du Covid, il est sorti directement en streaming partout, sauf en France, où on a pu le voir au cinéma. Cocorico. Pour en revenir au troisième film, il devait être écrit par James Gunn, qui avait déjà écrit les deux premiers. Si vous le connaissez sûrement pour son travail chez Marvel et DC, il faut savoir que Gunn a commencé chez Troma Entertainment, une société spécialisée dans la production de films trash et de nanars volontaires, ce qui explique en grande partie l'humour du film, que l'on pourrait qualifier de puéril, voire même vulgaire. J'ai un corps de poulette. Et en soi, le film s'inscrit plutôt bien dans la filmographie de James Gunn, qui a l'habitude de mettre en scène des losers magnifiques, comme les Gardiens de la Galaxie, Peacemaker et même Superman. Il a vraiment capté l'essence même de Scooby-Doo, qui est de proposer du comique visuel et de situation, avec un ton puéril et enfantin, complètement assumé. Gunn, en fait, il a juste poussé les curseurs à 200%, et c'est une vraie force du film. Tu parles beaucoup pour un cadreur bénévole. Pardon, chef. En tout cas, ça fait partie des films qui ont fait la jeunesse de la génération 2000, et j'avoue que j'aurais bien aimé voir une suite. Alors techniquement, elle existe, ça s'appelle Scooby-Doo, le mystère commence, c'est un téléfilm préquel sorti en 2009, avec des acteurs très différents et un Fred brun. Voilà. Ouais, non, c'est mort. Et croyez-le... J'ai un rototo qui veut venir. C'est bien en plus enregistré.